Bonjour à tous, bienvenue sur François et aujourd'hui nous recevons une candidate à l'élection présidentielle prochaine de 2022. Beaucoup de gens recherchent l'homme providentiel, peut-être que c'est la femme providentielle, pourquoi pas. Clara Egger, bonjour. Bonjour. Vous êtes porte-parole aujourd'hui du parti politique, c'est un parti politique, C'est ça. Espoir RIC 2022, et dont voilà beaucoup de domaines politiques de votre parti sont axés sur le référendum. Vous voulez mettre le RIC, qui était proposé par les Gilets jaunes, le référendum d'initiative citoyenne. Pour vous, c'est la clé de beaucoup de sujets. Est-ce qu'on peut le résumer comme ça? Ouais, c'est la clé, on va dire, d'une transition démocratique. Nous, le constat qu'on fait, et je pense qu'il est assez partagé, c'est qu'en fait, on vit une crise en France qui est surtout une crise politique et une crise autoritaire. On a un système qui se déconnecte de plus en plus des citoyens et des élus qui prennent de plus en plus de pouvoir. L'outil qu'on propose pour résoudre cette crise-là, c'est le RIC, mais pas n'importe lequel. Donc peut-être vous l'avez vu, beaucoup de partis politiques se sont engagés sur cette question. Les élections arrivent, le RIC a le vent en poupe, donc on le voit un peu fleurir dans tous les programmes. Or, tous les RIC ne sont pas égaux. Donc nous, ce qu'on défend... Il y a le RIP, le référendum d'initiative partagée. Ça, c'est différent, effectivement. Okay. Là, sur le RIC, c'est l'idée que chaque citoyenne ou citoyen puisse faire une proposition de loi, et nous, on cible sur la Constitution. C'est l'idée de redonner le contrôle aux citoyens sur la Constitution. Parce que là, par exemple, les référendums, aujourd'hui, si on a des référendums, c'est le dernier, c'était celui de 2005, qui avait été, dont le nom avait été annulé après. En fait, c'est le gouvernement ce qu'on appelle des plébiscites. C'est-à-dire, c'est l'idée que les citoyens n'ont pas l'initiative de la proposition, mais c'est le gouvernement et c'est le président de la République. Alors là, c'était le président sur proposition du gouvernement qui avait appelé ce référendum en 2005. C'est quelque chose de... Le RIC, c'est fondamentalement différent. C'est l'idée que chaque citoyen a tout le contrôle sans à aucun moment des élus puissent reprendre la main et arrêter le processus. Ce qu'on a vécu en 2005, par exemple, c'est qu'on a un référendum qui est un échec dans les urnes, mais le traité passe par la fenêtre, puisque aujourd'hui en France, à la fois les parlementaires et les citoyens peuvent valider un changement constitutionnel. Ce qui se passe, c'est que normalement, selon la Constitution, la voie normale, c'est la votation populaire. Un changement constitutionnel, normalement, c'est votation populaire, et si ça gagne dans les urnes, il y a changement constitutionnel. Par contre, il y a une petite mesure dérogatoire qui est introduite par un petit toutefois dans l'article 89, et qui dit que le Parlement peut aussi faire des propositions. On n'a jamais eu, en fait, on n'a eu qu'une seule proposition de réforme sur l'article 89, c'est la réforme du quinquennat en 2002. Le peuple n'a jamais été convoqué aux urnes via ce mécanisme-là. Et l'idée du projet d'Espoir RIC, c'est que ça, ce soit plus possible. Que seuls les citoyens puissent valider des changements constitutionnels. C'est-à-dire qu'on puisse plus changer la Constitution sans gagner un référendum. Voilà, on va prendre le temps de vous connaître, de comprendre votre programme, mais juste avant, ce serait intéressant de savoir, on vous connaît peu aujourd'hui, forcément. C'est un parti assez nouveau. Ouais. Voilà, donc qui êtes-vous? Comment est-ce que les gens peuvent avoir confiance du coup en vous? Qu'est-ce qui vous amène à vouloir donner la parole au peuple? En fait. Ah bah peut-être parce que alors déjà moi je demande vraiment pas à ce que les gens me fassent confiance, plutôt le contraire. Je pense que c'est très sain de n'avoir pas confiance aux personnes. Vous voulez qu'ils vous craignent Non, je veux qu'ils me contrôlent. C'est-à-dire je pense que les élus aujourd'hui doivent être contrôlés, doivent être les représentants des citoyens et pas des gens à qui on fait naturellement confiance, mais des gens qu'on peut à tout moment censurer, empêcher d'agir. Et ça c'est l'idée d'Espoir RIC. Pour dire quelques mots pour moi, donc je m'appelle Clara Egger, j'ai 33 ans. Dans le civil, je suis professeure à l'université aux Pays-Bas, dans une ville qui s'appelle Groningen, ou Groningue en français, au nord des Pays-Bas. Pourquoi vous êtes allée aux Pays-Bas? Je suis allée aux Pays-Bas, en fait, tout simplement parce que j'avais envie de découvrir comment ça fonctionnait dans d'autres pays, et comment on pouvait apprendre d'expériences dans d'autres pays, comment on pouvait s'enrichir aussi de systèmes universitaires différents. Donc, je suis allée en fait me former dans d'autres pays. Vous êtes allée en Suisse aussi, je crois. Je suis allée en Suisse aussi également. C'est sans doute aussi pour ça qu'il y a une histoire particulière, on va dire, sur la démocratie directe, qui est, je l'ai expérimentée, je l'ai vécue, en fait, personnellement. Vous êtes resté combien de temps en Suisse? Je suis restée 2 ans. 2 ans. En 2 ans, on peut voir assez bien comment est-ce que ça se développe. Ouais. D'accord. Je pourrais en dire des mots de façon plus détaillée, mais en fait, la démocratie directe en Suisse, elle est visible, puisque vous allez avoir sur les marchés des personnes qui ont des pétitions, qui portent des pétitions, des projets de changement constitutionnel, qui viennent recueillir des signatures. Dans le canton de Genève, il y a une votation par mois sur des projets très divers. Donc la politique est rythmée par ça, est rythmée par ce pouvoir citoyen
que nous n'avons pas en France. Et je vais vous raconter une anecdote parce que je trouve qu'elle est très drôle. J'étais une fois en train de prendre un apéro avec des collègues suisses et c'était les municipales en France. Donc on parlait des municipales puisque les Suisses connaissent pas plus le système français que nous connaissons le système suisse. Et la question qui m'est posée, c'est bon, alors comment ça se passe? Vous élisez des gens? Oui. Pour combien de temps? 6 ans? Oh, c'est long, 6 ans. Je dis oui, c'est long. Et si ça se passe mal, qu'est-ce que vous faites? Bah, on manifeste. Non, mais vous avez le référendum, non? Non, on l'a pas. Ah, vous savez pas le référendum d'initiative populaire en France? Quoi, le pays de la démocratie, vous l'avez pas? Et il y a eu vraiment un moment de stupeur, en fait, de dire comment vous pouvez accepter de vivre dans un système où vous élisez quelqu'un et vous lui donnez tout le pouvoir pour des mandats longs, hein, parce qu'on parle de 5-6 ans pour des maires, c'est très long. Comment ça marche, le référendum d'initiative populaire dont vous venez de parler? C'est à peu près, c'est la même chose que le référendum d'initiative citoyenne. Nous, on l'appelle différemment en France. C'est l'idée vraiment que chaque citoyen puisse faire une proposition, donc rédiger complètement une proposition de loi constitutionnelle. En Suisse, il est constitutionnel. Donc, on rédige l'article complet. On rédige le pourquoi on porte cette proposition, ce qu'on appelle l'argumentaire. Et après, il faut aller chercher des signatures. Donc en Suisse, c'est à la fois des signatures papier et des signatures électroniques. En Suisse, c'est 100 000 signatures, donc c'est un plus petit pays que la France, hein, on pourra en discuter des seuils de signatures. Et après, automatiquement, cette proposition est soumise à référendum. Après une période qui varie, en général plutôt de quelques mois, hein, 6 mois, donc il y a tout un temps de débat qui se met en place, où on va parler de cette proposition. Les médias vont devoir se positionner. Donc, un média comme France Soir, voilà, pourrait mettre, par exemple, en avant le pétitionnaire, les arguments opposés. Tous les lobbies doivent aussi être visibles, ce qui est un effet, je trouve, très intéressant sur le système. C'est-à-dire qu'on voit qui et pourquoi. Et de façon assez aussi intéressante, le gouvernement se positionne avec une vidéo en disant « nous voterons de telle façon ». Donc c'est vraiment quelque chose qui est très visible et c'est ce qu'on souhaite instaurer en France, en fait. Qu'est-ce qui vous motive pourquoi est-ce que c'est important pour vous que le peuple... Moi, je suis devenue une... Et le droit à l'expression. Et à la décision, surtout. À la décision. C'est plus que l'expression. C'est pas l'idée de dire, bon, laissons les citoyens s'exprimer et il en sortira quelque chose. C'est l'idée de dire, aujourd'hui, il faut que les Français aient un nouveau droit politique. Il y a des séries de pays, les pays qui ont le RIC, ont plus de droits politiques que nous, puisqu'ils ont la possibilité de faire la loi, d'écrire la loi et de décider par eux-mêmes. Donc l'idée de cette proposition, voilà, c'est vraiment une proposition de décision. Pourquoi moi je suis une fervente partisane du RIC pour plusieurs raisons, hein. Je l'ai étudié de près, donc j'en connais les effets. Ils sont forts aujourd'hui, c'est-à-dire c'est un dispositif qui existe depuis plus de 200 ans. On le connaît. On l'a expérimenté, la France l'a même créé, puisque c'est Condorcet, hein, le premier qui envisage ce dispositif. Il était dans la Constitution de l'an 1 après la Révolution, qui n'a pas été appliquée, donc on a une histoire particulière. Et puis je l'ai vu fonctionner. Vous dites qu'on l'a perdu. On l'a perdu par un coup de force politique. Hein. La Constitution de l'an 1 devait être appliquée après la Terreur, n'a jamais été appliquée, puisqu'il y avait des forces contre. Hein. Il y avait des personnes qui étaient très opposées à l'idée d'une démocratie, déjà d'une démocratie en elle-même, mais en plus directe. Donc tout ça pour un long détour pour dire que je l'ai vu, je suis partisane de ça et je me demande toujours qu'est-ce que je fais en fait pour promouvoir mes idées politiques. Bon, oui, d'accord, j'écris des livres. C'est bien d'écrire des livres, j'écris des tribunes. Mais aujourd'hui, la seule façon en fait de rendre visible, et c'est triste et j'en suis désolée, mais une des façons les plus fortes de rendre visible une proposition de changement en France, c'est les élections. Et une élection parmi toutes les élections possibles et très visibles, c'est la présidentielle. Donc l'idée, c'est de dire, bon, bah voilà, moi, quand on m'a fait la proposition de dire, est-ce que tu as envie d'être candidate pour porter ce projet-là, ma réponse, ça a été non, plutôt pas. Et puis après, je me suis dit, mais en fait, des gens l'ont fait avant toi à un moment donné, et quand il a fallu avoir des changements, il y a des gens qui ont mouillé un peu le maillot. Voilà. Donc moi, cette année, pour 2022, on va dire que c'est moi qui m'y colle, mais parce que je crois vraiment que c'est la clé d'un changement de situation en France. Vous ne vouliez pas le pouvoir, du coup? Non, mais je voulais pas la campagne, je voulais pas, voilà, je ne pense pas en me rasant le matin, comme disait l'autre, à devenir présidente de la République. C'est quoi, c'est tous les sacrifices qu'il faut faire? Qu'est-ce qui vous rebutez? Non, je pense que c'est une fonction. Pas assez forte, Non, je pense que je pense que les campagnes électorales aujourd'hui en France, Étienne l'a bien dit, sont pipées, donc ça va être un
un moment où aussi il va falloir se battre pour avoir de la visibilité médiatique. Il faut être fou pour vouloir être président de la République. En fait, c'est aussi une grande responsabilité. Donc je trouve que c'est sain de se dire, en fait, est-ce que c'est vraiment un projet que j'ai envie de porter. Et moi, je le porte parce que vraiment, j'ai un sentiment d'urgence aujourd'hui. Et je veux j'ai une petite fille de 4 ans, j'ai pas envie qu'elle me regarde en me disant qu'est-ce que tu as fait quand en fait le système politique était en train de s'écrouler. Et justement alors, pourquoi est-ce que tout le monde ne se dit pas ça aujourd'hui? Quel est votre constat? Pourquoi est-ce que ces pensées sur le référendum ne sont pas appliquées aujourd'hui? Pourquoi est-ce que on ne met pas ni de contrôle sur les politiques? Pourquoi est-ce qu'on ne donne pas plus de décision en tout cas au peuple? Voilà. Parce que les élus n'ont aucun intérêt à vivre dans un système avec un référendum d'initiative citoyenne. Sauf si on considère qu'on est dans une collectivité où on doit se battre les uns pour les autres et que c'est pour ça qu'on a élu des gens. Mais aujourd'hui, le système politique dans lequel on vit, on a des élus à qui on demande de renoncer au pouvoir. Sauf à une très forte pression populaire, sauf à avoir quelqu'un qui n'est pas parti de ce milieu-là, en fait. Moi, après la campagne, je reprendrai mes fonctions à l'université, j'ai cette chance-là. Je vais pas faire profession politique. Aujourd'hui, le système politique, il est verrouillé parce qu'il est aux mains d'un groupe d'élus qui est de plus en plus déconnecté du peuple okay. et des citoyens et qui n'a aucune volonté. C'est très difficile de se dire une fois qu'on a tout le pouvoir qu'on peut le lâcher. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que même tous les candidats qui portent le RIC, qui en parlent, à chaque fois qu'on leur dit oui, mais le RIC constituant, hein, on est d'accord que les règles du jeu politique, c'est les citoyens qui doivent les définir. La réponse, c'est non, ça va trop loin. Ça va trop loin, les gens ne sont pas capables. Mais en démocratie, les gens sont capables de décider par eux-mêmes. C'est l'idée même de la démocratie. Est-ce que les gens veulent voilà, c'est la question. Alors, je suis pas le premier à vous la poser. C'est dans les interviews que vous avez fait dans le passé. Souvent, c'est quelque chose qui revient. C'est-à-dire que même moi, personnellement, si je peux donner mon avis, je suis pas... plutôt, par exemple, pour être honnête, voilà, je tends à la démocratie dans ce que vous prenez, mais alors, on ne sent pas aujourd'hui une volonté de se responsabiliser du peuple. Ça, je pense que c'était Rousseau qui disait ça, et je trouve que c'est assez juste. On dit si on veut rendre le peuple, donner des responsabilités au peuple, il sera responsable. Enlever-lui des responsabilités, il sera irresponsable. C'est ce que vous avez dit. Vous dites souvent que les institutions décident de la culture d'un pays. Complètement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, déjà c'est faux. Hein, dans les sondages qui sont faits sur la question du RIC montrent que 3/4 des Français sont favorables au référendum d'initiative citoyenne. Ce chiffre s'élève à plus de 80% si on va dans les classes populaires. Or, chez les élus, c'est nul. Personne ne porte cette revendication. Donc ça, c'est intéressant déjà. C'est-à-dire que les gens le souhaitent. La question qu'ils posent, c'est « oui, mais comment ?» En fait, on a eu un mouvement des Gilets jaunes qui a porté cette question. Quelle a été la réponse d'Emmanuel Macron? Bon, la réponse d'En Marche au début, c'était « ah oui, c'est intéressant » parce qu'ils savaient pas ce que c'était. Ils ont découvert ce que c'était et c'est devenu « on veut parler de tout ». Sauf de ça. Et on a eu un mouvement qui a été réprimé. Moi, je comprends aujourd'hui qu'il y ait un sentiment de désespérance. De se dire, mais en fait, on est dans un système qui est tellement verrouillé qu'il va être très difficile à faire sauter ces verrous. Mais la volonté, elle est là. La question, c'est de dire, est-ce que l'offre en politique porte cette revendication-là? Et nous, avec Espoiric, on dit, bah voilà, il faut la porter. Il faut la visibiliser parce que c'est là qu'on montre aussi qu'une alternative, elle est possible et elle est crédible. On n'est pas sur quelque chose qui est délirant. On est sur une demande qui est très raisonnable, mais qui peut changer véritablement le système. Et donc vous dites que là, tous les élus en général, c'est comme un jouet qu'ils ont, le pouvoir, et qu'ils ne veulent pas le lâcher. Mais je pense que c'est un biais qu'il faut se méfier de la tendance qu'a chacun. Une fois qu'on a du pouvoir, en lâcher, c'est compliqué. C'est quelque chose qui nous prend et on veut plus vivre sans après. Oui, puis je pense qu'il y a aussi des hommes politiques et des femmes politiques qui ont un projet et qui pensent vouloir le porter et qui disent non mais moi je veux faire ça, je pense que c'est la bonne chose. Il faut avoir la capacité de se dire non, aujourd'hui, si c'est la bonne chose, alors les citoyens le soutiendront. Dans ce cas-là, ça peut vous arriver aussi. Une fois que vous aurez le pouvoir, peut-être que dans 5 ans, on vous retrouvera. La grosse différence, c'est que je me présente sur une mesure, qui est le RIC constituant, et il sera mis en place immédiatement après l'élection, ce qui veut dire que les Françaises et les Français peuvent me destituer à tout moment s'ils le souhaitent, puisqu'ils ont
la capacité de mettre en place dans la Constitution une possibilité de destitution citoyenne du président. Est-ce que c'est pas dangereux ça si on commence à destituer à tout va? Non, ça existe dans d'autres pays, hein. C'est ce qu'on appelle donc ça existe dans même beaucoup de pays, notamment d'Amérique latine, ce qu'on appelle le recall. Ça existe aussi en Suisse dans certains cantons. C'est pas quelque chose c'est quelque chose qui en fait s'avère peu nécessaire quand les citoyens peuvent faire la loi. Parce qu'en fait, c'est toujours plus quand on a un représentant et qu'on peut le contrôler en prenant ses décisions à sa place. Bon, bah la nécessité de le destituer est plus faible, mais moi je pense que c'est une bonne chose, oui, de pouvoir décider d'un bon divorce avec ses représentants si le contrat ne fonctionne pas et c'est une bonne mesure. Alors il y a quelque chose qui est intéressant. Vous dites que par exemple, si on met des référendums, vous dites par exemple c'est ce qui se passe en Suisse. Où en fait ils se retrouvent, les Suisses, souvent à en connaître beaucoup plus sur la Constitution, ou sur des sujets où on va dire « Ah ok, mais tout le monde n'a pas les connaissances là-dessus ». Mais en fait, le fait d'être impliqué dans les décisions fait que d'autres vont être incités, le peuple en général va être incité à se cultiver. Ouais, c'est assez simple comme mesure. Quand vous ne décidez de rien, quel est l'intérêt que vous vous intéressiez à la politique? C'est-à-dire là, ce qu'on essaye... Qu'un jour les choses bougent peut-être. Voilà, ouais, mais ce qu'on essaie de nous faire croire, c'est de nous dire, alors, il y a une échéance électorale tous les 5 ans, où allez, il faut se mobiliser, il faut y aller. Aujourd'hui, si la citoyenne que je suis, si je veux influencer la politique, il faut soit que je passe beaucoup de temps dans des dispositifs participatifs, ou à la fin, de toute façon, je ne décide pas. Prenons l'exemple de la Convention sur le climat. On a rassemblé 150 citoyens qu'on a fait travailler, hein, c'est des gens qu'on a fait travailler sur des propositions, qui ont fait des propositions. Au final, la décision, qui l'a prise? Le gouvernement. Quel est l'intérêt de rejoindre ces dispositifs? Quel est l'intérêt de se former, apprendre comment marche notre système? Puisqu'à la fin, ce qu'on vous dit, c'est que vous ne déciderez pas. Moi, je le comprends, ce choix-là. Ce choix de dire, mais on le sent quotidiennement, l'impuissance. La beauté et un des effets du référendum d'initiative citoyenne, c'est que quand on doit prendre des décisions, on doit s'informer. Imaginez, par exemple, vous voulez, qu'est-ce qui vous intéresse? Est-ce qu'il y a un changement constitutionnel qui vous parle? Que vous souhaiteriez vous-même mettre en place? Ouais. J'en ai pas comme ça, là. Prenez un exemple. Mais prenons un exemple. On peut prendre l'exemple du vote blanc. On en parlait juste avant, de la reconnaissance du vote blanc. Bon, pour faire une proposition comme celle-là, vous voulez faire un changement constitutionnel qui vise à inscrire la reconnaissance du vote blanc. Ben, il faut se renseigner sur qu'est-ce qui est écrit dans la Constitution sur ce sujet, sur le code électoral, voire rédiger une mesure qui est dans les normes, c'est-à-dire qui est faisable, qui est applicable. Donc ça, déjà, en effet de connaissance, c'est très fort, puisque vous pouvez rejoindre une association qui milite pour ça. Ça a un effet très fort. Vous allez vous mobiliser sur ce sujet, c'est le vôtre. Après, vous allez apprendre à en parler, à répondre aux arguments contraires sur ce sujet, puisque faut que vous soyez convaincant. Et puis ensuite, il y aura un débat large, où chacun va devoir se positionner et se renseigner. C'est ce qui s'est passé, on va vivre ce qui s'est passé en 2005. Je pense que avant le référendum de 2005, on a appris beaucoup plus sur l'Europe et son fonctionnement que dans beaucoup d'autres moments, puisqu'on devait décider. Donc on a dû lire le texte, on a dû le voir, il y a des personnes qui ont aussi pris position. Et c'est ça qui fait qu'une démocratie, elle forme, on va dire, les gens, et elle fait que les gens sont plus compétents. Oui, ça a incité des gens en 2005 à écrire sur le sujet et d'autres à lire ces gens, même alternatifs des fois. Okay. On a eu des discussions, que ce soit dans les repas de famille, au café du coin, sur cette question-là, parce que c'était l'enjeu fort, quoi. Quand on est président de la République, il n'y a pas que une mesure qu'on met en place. Donc il y a tous les autres domaines, l'économie, voilà, l'éducation même. Et vous dites que le référendum d'initiative citoyenne peut être la clé justement pour libérer une nouvelle forme de politique sur ces domaines-là. Comment est-ce que ça se matérialise? L'idée, là, en fait, on peut se poser, une des questions qu'on peut se poser sur ce projet-là, c'est que bon, une fois qu'on a mis le rite constituant, que fait le président? Or, le président, en France, n'est pas censé gouverner. Vous voulez réduire son pouvoir dès le lendemain? Je veux le remettre là où il est. C'est-à-dire, je veux qu'on arrête ou alors au moins que ce soit visible, que tous les candidats qui s'engagent sur un programme de gouvernement disent à l'électorat, je m'assois sur la Constitution. Je veux tout le pouvoir. Parce que le président de la République aujourd'hui ne peut pas gouverner sans une majorité à l'Assemblée. On l'a vécu dans des moments de cohabitation. Quand le président n'est pas de la couleur de l'Assemblée, il ne peut rien faire. Parce que ses pouvoirs sont limités. C'est un arbitre.
Un arbitre, ça veut dire quelqu'un qui s'assure que le pouvoir est distribué, qu'il n'y a pas de conflit d'intérêts, que les décisions sont prises et prennent en compte aussi les divergences d'avis des citoyens, qu'il n'y a pas d'abus de pouvoir, que la justice joue son rôle. Donc c'est pas une fonction mineure, c'est une fonction qui est importante. Et le problème qu'on vit aujourd'hui, c'est qu'on a un président on n'a plus d'arbitre. On n'a plus d'arbitre dans le système politique français. Parce qu'on a un arbitre qui est jugé parti. C'est-à-dire qui siège, par exemple, le président siège au Conseil de défense. On vient d'arrêter l'opération, d'annoncer qu'on arrête l'opération Barkhane. Moi, je n'ai aucune information, je ne sais pas quel est le bilan de cette opération. Pourquoi? Parce qu'on n'a plus d'arbitre, en fait. On n'a plus un président qui est capable de dire « J'ai fait le choix d'arrêter l'opération Barkhane avec le ministre de la Défense pour telle raison. » Aujourd'hui, on a quelqu'un qui est jugé parti, qui prend ses décisions tout seul et qui abuse de son pouvoir. Et ça, c'est quelque chose qui est particulièrement, je trouve, troublant de voir que aujourd'hui, particulièrement depuis 2002, une série de présidents s'est assis sur ça et que quand on dit aux Français, vous savez, le président n'est pas censé gouverner, la réponse c'est « Ah bon ?» Bah ouais, mais il faut pouvoir le dire avec force parce que sinon, on va continuer à être dans un système où voilà, les présidents vont s'engager. Si on leur demande, c'est parce que, oui, mais les Français veulent ça. Voilà. Moi, je mets au défi je parle pas au nom des Français. L'idée, c'est de permettre aux Français de décider par eux-mêmes ce qu'ils souhaitent avec des institutions qui sont sous leur contrôle. Donc, par exemple, prenons un exemple concret. Dans votre programme, vous dites le RIC, le référendum d'initiative citoyenne peut... Constituant. Peut servir à résoudre les problèmes liés relatifs à l'Union européenne. Oui. Et vous dites cette phrase, l'Union européenne s'est construite contre les peuples européens. Oui. C'est vrai, mais donc vous êtes pour le Frexit, par exemple, on peut dire? Non, moi je suis pour que les citoyens décident sur les questions européennes. Okay, d'accord. Donc sur cette question-là, je pense que il y a des avantages à rester dans l'UE, il y a des avantages à sortir, et que c'est une décision qui engage l'avenir du peuple français. Et à ce titre-là, c'est au peuple français de décider, après une période de débat, d'information, le choix qu'il souhaite faire sur la question européenne. Quelque chose qui est très important de souligner, c'est que c'est pas dire l'Union s'est fait contre les peuples français, c'est pas on va dire une vulgate. C'est ce qui est dans votre programme. Oui, c'est pas. Mais c'est quelque chose qui est factuel, c'est-à-dire que le projet européen, c'était de dire aujourd'hui, on est après-guerre. On a des populations qui ont connu la guerre, qui sont opposées les unes aux autres. Il faut donc une élite qui pousse ce projet et les peuples suivront parce qu'ils verront des retombées positives. Aujourd'hui, c'est pour ça que quand on dit « oui, mais l'Europe, le problème, c'est que le projet s'est égaré ». Non, le projet, dès le début, c'était un projet d'élite technocratique qui devait produire des fruits pour les citoyens et on espérait que comme ça, ils allaient, le mot classique, c'est le transfert de loyauté. C'est-à-dire qu'ils allaient se sentir plus loyaux vers l'UE que vers leur communauté d'origine. Ça marche pas parce que pour les citoyens lambda, l'Europe ne produit pas les effets escomptés. Elle n'est plus au service des citoyens parce que les citoyens n'ont pas de contrôle sur le projet européen. On a un Parlement européen qui a des pouvoirs extrêmement limités. On a une initiative populaire européenne qui est ridicule, qui est un instrument, qui est un gadget. Or, on sait aussi qu'il y a des pays qui décident sur l'Europe. Je vous prends un exemple, c'est l'Irlande. L'Irlande, pour changer la constitution de l'Irlande, donc à chaque fois qu'il y a un nouveau traité européen, ce qui est le cas en France, je pense que c'est important de le souligner, les traités européens ne sont pas supérieurs à la constitution française. S'il y a conflit, il faut adapter la constitution et donc il faut une votation. En Irlande, le peuple irlandais vote sur des questions européennes et c'est aussi le peuple qui a le plus de clauses dérogatoires. Au Danemark, les Danois votent sur les questions européennes, ils sont hors de l'euro. C'est des choses basiques. C'est-à-dire, si on vote sur l'Europe, on choisit qu'est-ce qu'on veut garder et qu'est-ce qu'on veut changer. Qu'est-ce qui est bon pour nous, qu'est-ce qui n'est pas bon pour nous. Et c'est ça un projet qui est au service des citoyens. C'est qu'on décide collectivement qu'est-ce qu'on veut. Les prochaines élections vont être beaucoup orientées autour de la question sanitaire. C'est déjà une première dans l'histoire et ce sera une première par rapport à ces élections. Nous, par exemple, chez François, en général, on a été très choqués par rapport à ce qui s'est passé. Justement, par exemple, le pass sanitaire, a été voté. Alors c'est démocratiquement selon les règles aujourd'hui, mais c'est le Parlement et le Sénat qui ont l'Assemblée et le Sénat qui ont voté. Mais
le peuple n'a pas eu son mot à dire là-dedans. Comment est-ce que vous, voilà, vous prenez la question, est-ce que vous êtes pour le pass sanitaire peut-être? Quel est votre rapport à ce que l'on vit depuis un an, politiquement? Moi, ce qui m'inquiète dans ce qu'on vit depuis un an, et du coup, moi, parmi mes activités de recherche, j'étudie la façon dont les gouvernements en Europe ont répondu à la question du Covid. Si on regarde ce qu'a fait la France, c'est-à-dire la France en Europe est un des gouvernements qui a été le plus autoritaire sur la réponse au Covid, mais qui a eu aussi une flambée épidémique très très importante. C'est-à-dire que nous, quand on fait nos analyses, on compare la façon, on va dire le rapport entre les mesures autoritaires qui ont été prises et l'impact sur la diffusion du virus, l'impact sur la politique, la démocratie. Faut le dire clairement, la France est dans le même groupe que la Hongrie et la Pologne. C'est un fait. Donc, on vit une dérive autoritaire qui est alimentée par un état d'exceptionnalisme permanent. Je trouve choquant que si peu de parlementaires ont voté la reconduction de l'état d'urgence sanitaire. C'est pas normal. C'est une mesure qui est trop importante pour que si peu de parlementaires se déplacent. Donc oui, on est dans une situation très inquiétante où on sait aujourd'hui que la France ne reviendra pas à son état pré-Covid. Des mesures ont été prises qui ont durablement modifié la démocratie. Donc moi, ce que je souhaite, c'est que ce type de mesures-là, ce qu'on voit par exemple si on compare un pays comme la Suisse, qui a aussi a dû prendre des mesures d'urgence, parce que c'est vrai, vous pouvez me dire, oui, mais bon, vous êtes mignonne, cet idéalisme, mais à un moment donné, il y avait une crise, il fallait agir. Je suis d'accord. La question est de savoir, ça veut dire quoi et avec quel degré de contrôle des citoyens. La Suisse, par exemple, a pris des mesures d'urgence beaucoup plus limitées, beaucoup plus fréquentes. On avait des fois des dispositions prises pour 2 jours. La France a pris des mesures longues, a inscrit le fait aussi d'inscrire des dispositifs d'état d'urgence dans la Constitution, c'est très problématique. Donc moi, sur cette question des mesures sanitaires, ce que je souhaite, c'est qu'il puisse y avoir en fait que le RIC produise aussi ce qu'il produit, c'est-à-dire que les représentants ont plus de mal à mettre en place des mesures exceptionnelles parce qu'ils savent qu'à tout moment, ils peuvent être censurés par le peuple. En Suisse, le 13 juin, les Suisses vont voter sur la loi Covid. Voilà, moi, je souhaite ça. Je souhaite qu'en France, on puisse voter sur le pass sanitaire, qu'on puisse le refuser, qu'on puisse avoir un débat, et enfin qu'on sache, qu'on ait une information pleine et entière sur ce qui se passe, parce qu'on ne l'a pas aujourd'hui. Et ça, et ça, c'est particulièrement grave, donc oui. Donc vous, au pouvoir, on vote, on remet le pass sanitaire sur la table et on fait un référendum. Et on dit oui, moi, au pouvoir, alors, comme c'est un projet qui vise à faire du président un arbitre, moi, dans la situation telle qu'on est aujourd'hui, avec une telle tension sur les mesures sanitaires, une telle division, oui, il faut qu'on vote. Puisque typiquement, c'est une mesure qui divise énormément les Français. Donc c'est à eux de décider. Et un président, quand il sent qu'une mesure divise, il faut qu'il soit capable de dire « je la soumets à référendum ». Discutons collectivement, qu'est-ce qui se passe? Mais au-delà de ça, le fait d'avoir le RIC, ça change, et je pense que c'est important de le souligner, ça change le comportement des parlementaires. C'est-à-dire, oui, le RIC va cohabiter, on va pas supprimer tous les parlementaires et tous les représentants. Mais par contre, le simple fait, les représentants vont vivre avec cette épée de Damoclès au-dessus de la tête, c'est-à-dire l'idée que ce qu'ils font peut être à tout moment décousu, défait par un vote populaire. Donc le pass sanitaire, ça ne serait pas fait comme ça. Je le sais parce que moi, par mes fonctions professionnelles, je réside aux Pays-Bas, qui est un pays qui a géré, on va dire, mieux la crise en termes de respect des libertés fondamentales, mais pas si bien. Sur plein de sujets, on ne peut pas contraindre autant à la vaccination, non, parce que il y a ce contrôle citoyen plus important. C'est que là, du coup, ce que vous dites, c'est grave d'une certaine manière. Oui, c'est grave. Ils se permettent n'importe quoi parce qu'ils sont pas contrôlés et que. Oui, je pense que c'est grave. C'est un enfant qui n'a pas de limite parce que les parents sont pas derrière. Ça peut être ça, ou c'est plutôt, oui, effectivement, c'est quelqu'un qui a, disons que c'est plus qu'ils savent pas, ils font des trucs sans limite. C'est qu'aujourd'hui, ils sont plus, nos représentants dirigent pour la minorité qui les a élus. Emmanuel Macron, aujourd'hui, sa majorité à l'Assemblée, c'est 13% du soutien électoral. 13%, c'est rien. C'est très faible. Donc, en fait, il fait la politique de ces 13%-là.
Il y a des personnes qui se reconnaissent très bien dans ce que font les représentants, mais la majorité ne s'y reconnaît pas. Donc aujourd'hui, l'idée de diluer le pouvoir et de redonner le contrôle aux citoyens, c'est de les remettre aux commandes, en fait. Si c'est si important, si c'est, enfin, vous le défendez très bien, c'est mon avis seulement, mais pourquoi est-ce que les gens ne le demandent pas, en fait, le référendum? Ils le demandent, le demandent. Non, pas tant que ça. Ils le demandent. Aujourd'hui, c'est pas ce qu'on voit autant sur les réseaux sociaux ou ce genre de choses. Une des possibilités... Ou alors est-ce que c'est le traitement médiatique qui fait que c'est caché? Comment... Moi, j'ai écrit, vous savez, l'ouvrage que j'ai coécrit sur le RIC, il est né du fait que quand les Gilets jaunes ont dit « on souhaite le RIC », moi, j'ai regardé ce que les médias publiaient. Et c'était d'une ignorance crasse. C'est-à-dire que c'était des choses qui étaient fausses. On ne peut pas dire aujourd'hui que le RIC, c'est l'instrument d'une clique affairiste, que le RIC, c'est le rétablissement de la peine de mort, parce que c'est faux. Donc moi, j'ai écrit ce bouquin pour dire, vous savez, le RIC, on le connaît quand même bien. Hein. Il se pratique depuis 200 ans, 36 pays l'ont, 18 pays le pratiquent régulièrement, on sait. On sait ce qu'il produit. Donc oui, il y a eu une véritable, je pense qu'il ne faut pas avoir peur des mots, il y a eu une propagande médiatique pour dire que c'était pas une bonne idée, que le peuple français n'était pas prêt, que c'était contraire à notre culture politique. Alors de la part de quels médias? Tous. Moi, j'ai pas trouvé le traitement, par exemple, du Monde. François, non, je vais pas faire de la pub. non, mais sur la question du RIC, peut-être à l'exception de François. J'avoue que j'ai pas regardé dans les détails ce que François a publié sur le RIC. Mais effectivement, les médias du type Le Monde, Libération, ont traité la question sous un angle qui était... En fait, moi, ce qui m'ennuie, c'est que c'est même pas un angle politique, c'est que c'est faux. Se positionner sur des questions de fait en disant des choses fausses, c'est quand même très dérangeant sur la santé de nos médias aujourd'hui. Pour expliquer aux gens, c'est quoi le problème? C'est que ceux qui possèdent ces médias-là ont des intérêts qui sont totalement contre ceux du peuple. Oui, il y avait ça, très clairement. Et puis, il y avait aussi le fait que... Alors, je pense qu'il y a différents types de choses. Nous, on avait fait un petit travail, et mon collègue Raoul Maniberton, qui fait partie de l'équipe d'Espoiric, avait analysé comment les médias... à Sciences Po Grenoble, voilà. Avait analysé la façon dont les médias se sont positionnés sur le RIC. En fait, les médias, ils font, on va dire, la couverture de... Alors, leur lectorat, qui est aussi politisé, qui est peut-être plus proche d'un parti politique que d'un autre. Le Monde a très clairement relayé ce que disait le gouvernement. C'était ça, en fait, sur le RIC. Donc, on avait des gens qui ne savaient rien. Le Monde a relayé ça, alors qu'il y a des experts sur cette question. Ils existent. Là, on travaille sur... il y a un grand traité de sciences politiques qui est en train de se faire sur la question de la démocratie directe, avec plus de 40 auteurs. Allez, si on voulait trouver des personnes compétentes pour en parler, il y en avait. On n'a juste pas voulu les inviter sur cette question. On n'a pas voulu les chercher. Non. Et par contre, juste pour ça, je pense que... Je crois, et c'est vraiment le projet d'Espoiric, c'est de dire, on peut pas savoir, en fait, ce que les Français souhaitent ou ne souhaitent pas, parce que l'offre politique, aujourd'hui, elle est biaisée, en fait. On a une offre politique qui se présente comme des changements, on va dire, en disant, oh là là, on va tout changer, vous voyez, on va changer. En fait, fondamentalement, non, il propose pas de changer de régime politique. Il propose pas de passer d'un régime représentatif à direct. Mais même la France Insoumise, tout ça, ils ne proposent pas le référendum? Non, la France ne propose pas le RIC constituant. La France Insoumise propose une assemblée constituante. C'est foncièrement différent. Une assemblée constituante, c'est l'idée, ils proposent qu'un RIC puisse convoquer une assemblée constituante, c'est-à-dire qu'il puisse y avoir un groupe de personnes qui puisse définir une nouvelle constitution et qui sera soumise ensuite à référendum. Mais alors pourquoi tous les partis socialistes ou qui veulent donner, qui veulent l'amélioration des conditions de vie des uns et des autres en société ne prônent pas le référendum d'initiative citoyenne? Moi, je pense qu'il y a un frein qui est lié au fait que... Vous êtes les seuls aujourd'hui avec le... On est les seuls, ouais. On est les seuls aujourd'hui et c'est l'objectif de la candidature d'Espoiric, c'est d'être aussi très visible sur cette question-là, et en tout cas le plus visible possible, pour que cette question soit inévitable. Parce que moi, je pense, je suis convaincue que quand je discute au café du coin, en prenant mon café le matin, avec des Français qui me disent, on sent bien que les règles du jeu, il y a un problème quand même dans notre pays, hein. Il y a un truc qui marche pas. Il y a vraiment, mais c'est difficile de mettre le doigt dessus, de dire le problème c'est ça. Nous, la réponse qu'on dit, c'est oui, le problème c'est que les citoyens aujourd'hui sont impuissants, n'ont pas de pouvoir. C'est ça le problème.
en portant ce projet-là, nous, ce qu'on espère, c'est que ça va obliger, enfin, ça va rendre visible auprès des Français que ça existe. L'alternative, elle est là, elle est possible. Pour ça, bien sûr, il nous faut des soutiens de maires qui sont pas forcément les plus faciles à avoir, mais il faut à chaque élection rendre visible que ça existe, ça c'est possible et ça crée du changement. D'ailleurs, les 500 signatures, alors vous en êtes où Les 500 signatures, nous, on a une équipe de personnes qui, nous, on a fait le choix. D'ailleurs, intéressant hein, cette question des 500 signatures. Vous savez, l'objectif, c'était vraiment de réduire la possibilité d'avoir trop de candidats à la présidentielle. Hein. C'était l'idée de garder que les partis puissent garder hein, le contrôle sur les candidats. Dans plein d'autres pays, c'est des parrainages citoyens, hein, par ailleurs. Au Portugal, par exemple, c'est des parrainages citoyens pour se présenter. Donc, nous, aujourd'hui, sur la question des parrainages, on a des équipes, on rappelle des maires. Parfois, on entend, je pense qu'il faut le dire, des maires dire « Écoutez, j'aime beaucoup, vraiment, hein. Mais vous savez, si je soutiens pas un grand parti, j'ai peur que celui qui arrivera au pouvoir me coupera mes financements. » Vous savez, les signatures de maires sont publiques aujourd'hui. Donc, on a des maires qui sont très honnêtes là-dessus, qui disent « j'aimerais pouvoir le faire. J'attends un peu parce que... » Donc ils ont des pressions. Donc ils ont des pressions. Oui, ils ont des craintes, ils se sentent, et je pense qu'elles sont légitimes. Le fait de dire que comme les financements sont redistribués par le central, le gouvernement, aujourd'hui ils se disent faut pas que je fasse une erreur dans mon parrainage, parce que peut-être derrière je vais être sanctionné, ma commune va être sanctionnée, et les élus, les maires sont ceux qui sont plus proches des Donc il y a un manque de liberté totale pour les maires. Je sais pas s'il est, il y a un manque de liberté qui est réel. Je pense qu'il y a aussi des possibilités de soutenir d'autres projets, mais que ça existe et que cette crainte-là, elle existe. Ouais. Nous, ce qu'on dit sur ce sujet-là, c'est aujourd'hui, il faut que les citoyens créent une pression inverse, qu'un maire ait du mal à aller devant ses concitoyens et dire j'ai pas soutenu une proposition qui donnait le pouvoir aux citoyens parce que j'ai eu un peu peur de représailles politiques. Mais les citoyens ont aussi cette pression de dire mais nous c'est ça qu'on veut en fait. Et aujourd'hui ce qu'on aimerait dire aux maires, c'est que on a 3/4 des Français qui souhaitent le RIC. Aucun des élus ne le porte aujourd'hui. On a besoin de leur soutien, en fait. Il faut pas qu'ils aient peur. À un moment donné, moi, je compare, et je pense pas que c'est excessif, ce qu'on vit aujourd'hui à ce qu'on a vécu avant, par exemple, l'instauration du suffrage masculin en 1848. Les partis ne le voulaient pas, hein. Il y avait quelques partis qui le portaient, pareil sur le suffrage féminin. Et il a fallu que des gens, rejoignent cette initiative. Et l'appel qu'on fait aux maires, c'est celui-là, c'est de dire, allez-y, n'ayez pas peur, en fait. Parce que les citoyens, c'est aussi, on va dire, une façon d'arrêter l'ingérence du pouvoir central sur le pouvoir local, le RIC. Clara Egger, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Du coup, on peut vous retrouver Espoir RIC 2022. Ouais. Partout. Vous avez votre site, sur les réseaux sociaux peut-être. Ouais, on est sur Facebook et Twitter, sur Discord. On a une permanence ouverte tous les jeudis soirs à 20h30. Hein. Tout le monde peut venir poser ses questions. Dans toutes les villes de France et de Non, là, pour le moment, c'est en ligne, mais on se déplacera. Alors, on a l'espoir de se déplacer cet été, notamment auprès des communes où il y aurait une dynamique autour d'Espoir RIC, un maire peut-être prêt à lâcher son parrainage. Donc, on se déplacera dans les villes de France pour faire des ateliers autour des RIC, simuler des RIC. Mais en tout cas, sur Internet, on peut avoir nos coordonnées, nous rejoindre, poser des questions, des craintes, des doutes, et puis j'espère rejoindre l'aventure. On a besoin à ce stade-là, on fait un pari, hein, on a besoin de toutes les énergies, donc tout le monde est bienvenu. Bien, merci beaucoup, Clara. Merci à vous. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Comme toujours, vous pouvez la partager sur tous vos réseaux, ça nous aide énormément. Et la page de soutien, on attend vos dons. Vos dons comptent, c'est sur la page de soutien sur francoir.fr. Merci à vous. Très bonne journée. Merci Clara.